on va commencer juste par quelques petits slides très rapidement pour expliquer qui est Bigdash, ce qu'on fait, ce qu'on va présenter aujourd'hui, puis après on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire une démo du produit. Donc, je me présente un petit peu plus, moi je m'appelle Antoine Buat, je suis l'un des fondateurs de la société Bigdash, je suis le dirigeant actuel. J'ai un peu un profil assez technique et fonctionnel, donc si vous voulez me poser des questions sur ce que fait le produit, sur les aspects un peu plus fonctionnels et techniques, n'hésitez pas, je suis là aussi pour y répondre. Quelques mots sur Bigdash avant de commencer. On est une société française basée à Aix-en-Provence, c'est notre siège social. On a également un bureau à Paris et à Madrid. On existe depuis 2006, on a plus de 450 clients, ce qui représente 150 000 utilisateurs dans 25 pays et 12 langues. Et puis on a une croissance annuelle assez importante, plus de 40% de projets par rapport à l'année dernière. Autre point important, on a participé à un sondage, une enquête qui a été réalisée par le cabinet Bark l'année dernière. Le cabinet Bark, c'est un cabinet allemand qui est indépendant, c'est-à-dire pour lequel on n'a pas nécessairement besoin de payer pour faire partie du panel. Et ce cabinet, effectivement, analyse tous les produits autour du décisionnel et essaye de faire un bilan sur les aspects positifs de chacun de ces produits. Donc nous, on apparaît leader dans 11 catégories différentes. Et l'autre point important, c'est que non seulement nous avons des experts qui analysent notre produit, mais en plus, ils vont interroger un panel de nos clients. Et là, parmi le panel qu'ils ont choisi, il y a 100% de nos clients qui recommandent Bigdash. Autre point fort, il y a 94% de nos clients qui estiment que nos fonctionnalités sont excellentes. Alors là, encore une fois, c'est parmi différents choix. Excellent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que non seulement ça répond à leurs attentes, mais en plus, ça va au-delà de ce qu'ils imaginaient en termes de fonctionnalité. Donc ça vous montre effectivement qu'on a une satisfaction assez importante de l'ensemble de nos clients. Autre point, juste pour expliquer un peu ce qu'est le produit Bigdash Enterprise, c'est vraiment une plateforme complète qui permet de construire des applications décisionnelles métiers, donc ça va de la préparation des données jusqu'à la visualisation, la publication, donc créer des documents PDF, Word, PowerPoint, etc. En passant par la capacité à faire du prédictif, de l'analyse ensembliste, donc vraiment des modules qui s'adressent à des utilisateurs qui veulent aller très loin sur la donnée. Et puis on est une interface complètement configurable et complètement intégrable dans votre propre process. Et on va pouvoir également accompagner l'utilisateur avec de l'intelligence artificielle sur des tâches, on va dire, un peu complexes pour pas mal d'entre eux. C'est par exemple créer un rapport, on va le faire en requêtage en langage naturel, on va demander à l'utilisateur de saisir une phrase, ça va générer automatiquement un graphique associé ou un tableau associé. On gère aussi ce qu'on appelle la découverte de données, donc quand on veut laisser la main à l'utilisateur pour qu'ils puissent charger eux-mêmes leurs données, pareil, c'est une des tâches qu'on va réaliser grâce à l'intelligence artificielle, essayer de savoir de quoi parlent leurs données, est-ce que j'ai un axe temporel, est-ce que j'ai un axe organisationnel, donc tout ça va pouvoir être détecté par le produit automatiquement. Alors en termes de besoins, de ce que couvre la plateforme, on a trois grandes typologies de tableaux de bord. Le premier, c'est le tableau de bord de pilotage. Ce qu'on cherche à adresser ici, c'est des utilisateurs qui veulent en un clin d'œil avoir un état des lieux. Donc c'est un indicateur dans lequel c'est un ensemble d'indicateurs dans lequel on va juste marquer les points importants, les points où je devrais focaliser mon attention. Il y aura des exemples de chacun de ces tableaux de bord, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite explication d'introduction. Deuxième typologie de tableau de bord, le tableau de bord d'exploration, c'est celui dans lequel on veut vraiment laisser l'utilisateur jouer avec ses données, donc changer d'axe d'analyse, filtrer, rentrer dans le détail. Donc tout ça sont des actions qu'on peut faire de manière tout à fait naturelle dans Bigdash. Troisième type de tableau de bord, le tableau de bord de communication. Là, la vocation, c'est vraiment de partager au plus grand nombre, y compris à des gens qui n'auraient pas nécessairement une connaissance approfondie sur les données qu'on cherche à leur diffuser, de leur partager un document qui est très compréhensible. Donc, qui va mixer à la fois du texte explicatif avec des représentations graphiques sous forme de courbes, histogrammes ou autres, mais ça peut même être des tableaux. Donc l'idée, c'est d'avoir un document très compréhensible, y compris pour des personnes non expertes autour de la donnée qu'on veut leur présenter. Alors en termes d'utilisateurs, il faut bien comprendre qu'une plateforme décisionnelle, elle adresse trois grandes typologies d'utilisateurs. Le premier, qui est probablement 80% des utilisateurs, c'est l'utilisateur dit métier. C'est quelqu'un qui veut consommer de l'information, mais qui n'est pas nécessairement habitué à manipuler de l'information. Donc il faut lui proposer une interface très simple d'usage, très presse-bouton. Et c'est ça qu'on va viser avec Bigdash, c'est vraiment fournir une interface très simple qui va lui permettre quand même d'explorer l'information. Deuxième profil d'utilisateur, ce qu'on appelle nous l'analyste, c'est quelqu'un qui a déjà une petite expertise autour de la manipulation de données. Alors peut-être que c'est un utilisateur qui a déjà utilisé Excel avec les tableaux cross dynamiques, qui a utilisé des produits comme Business Object ou Cognos, et qui veut effectivement aller une étape plus loin, mais qui a déjà des habitudes de travail. Donc on va lui fournir une interface qui colle mieux à ses habitudes de travail. Troisième profil d'utilisateur, responsable décisionnel, ou ce qu'on appelle aussi le modeleur de données. Chez nous, c'est la personne qui est vraiment beaucoup plus proche des données
et qui est capable de mettre en place tout un processus d'alimentation pour créer des indicateurs. C'est-à-dire d'où est-ce que je vais sourcer l'information, comment je vais documenter aussi toute cette manière de sourcer l'information. C'est-à-dire que j'ai pris cette information de ce côté, j'ai construit l'indicateur en enlevant telle ou telle chose. Donc tout ça, plutôt que de l'avoir que, entre guillemets, dans mon cerveau, je peux le documenter dans ce qu'on appelle le studio de Digdash. C'est vraiment son objectif, c'est de créer un modèle de données très bien organisé pour faciliter le travail après de consommation de l'information. Donc le besoin ici, c'est un vrai besoin de productivité et l'interface, c'est le studio. Je vais vous montrer ces trois interfaces dans un instant. Alors, juste pour conclure sur cette partie slide, sachez qu'on a différentes typologies de clients. Vous voyez que je les ai organisés ici par grand compte d'un côté. Alors, ce qu'on entend par grand compte chez nous, c'est bien sûr à la fois des sociétés qui sont considérées au sens européen du terme comme grand compte. Mais pour nous, c'est un autre sens. C'est aussi pas un petit service dans un coin qui est déployé Digdash, c'est au moins 1000 utilisateurs. Donc, ça veut dire que c'est un déploiement relativement important de la solution Digdash. On est présent également dans le secteur public à différents niveaux, les ministères, des collectivités de toute taille, régions, départements, communautés de communes, villes. Puis également, dans ce qui a trait au secteur public, vous avez des centres de recherche, le CEA, l'INRAE, les universités. Donc vous voyez qu'on est présent dans pas mal d'endroits. On a également Pôle emploi, donc pas mal d'activités dans ce secteur public. Et bien sûr, les entreprises intermédiaires et les PME, encore une fois, c'est tout secteur d'activité confondu, comme c'était le cas pour les grands comptes, de l'industrie, du retail, du paiement, du web marketing. Vous avez un petit peu tout ici de représenté. Alors, je vais passer à l'aspect démo maintenant. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la boîte questions de GoToMeeting. J'y répondrai au fur et à mesure. Donc, je vous ai parlé des trois grands types de tableaux de bord. Je vais vous montrer très rapidement des exemples de ces trois grands types de tableaux de bord. Premier exemple, le tableau de bord de pilotage. Alors, je vais rentrer très rapidement sur celui-là parce que je pense que c'est un peu du vu et revu. Je rappelle encore le contexte. L'idée, c'est de dire que j'ai en un clin d'œil la possibilité de faire le point sur une situation en particulier. En l'occurrence, ici, c'est un tableau de bord de coûts. Donc, je vois les coûts par département, les coûts sur les 12 derniers mois, le coût actuel et le coût par rapport au budget. En fait, la seule chose qui va nous intéresser dans ce type de représentation visuelle, c'est le point rouge au début de chacun des indicateurs. C'est l'endroit où je devrais focaliser mon attention. Alors, vous voyez qu'ici, la manière dont on l'a calculé, elle est très simple à comprendre. À chaque fois que le budget, le coût a dépassé le budget, on le voit bien représenté par cette barre, le point rouge s'allume. Mais l'idée, c'est que ce point rouge pourrait être calculé de manière un petit peu plus avancée que ça, et donc vous prévenir seulement si c'est nécessaire. Ça pourrait être normal d'avoir consommé du budget à l'avance, d'accord. Donc là, vraiment, c'est le calcul qui est derrière qui est très simple, mais vous pourriez en faire quelque chose de plus avancé. Ok, alors ça pourrait avoir vocation à être filtré. Là, par exemple, je peux choisir par pays et de voir la déclinaison de ce tableau de bord. Mais la vocation principale, encore une fois, c'est cette vue très haut niveau sur un certain nombre de données. Je reviens à un autre type de tableau de bord, le tableau de bord de communication. Alors, l'exemple que je vais vous montrer ici très rapidement, c'est un exemple avec des données d'un de nos clients. C'est en l'occurrence le département de la Gironde, qui explique comment ils ont mis en place le télétravail au sein du département. Alors, ce n'est pas une initiative récente liée au coronavirus, pas du tout. C'est une initiative qui existe depuis 2013, d'ailleurs on le voit dans le petit texte explicatif ici. Et si je vous présente ces données, ce qui bien sûr ne sont pas confidentielles, ce sont des données qui s'adressent à la fois à leurs élus, mais également au grand public. Donc, vous voyez que c'est dans un but de transparence politique qu'ils ont mis ça en œuvre. Et c'est un vrai document qui peut être lu et donc accéder à travers leur extranet, et dans lequel on va avoir tout un ensemble d'icônes de points d'interrogation qui vont nous accompagner sur la lecture de ce document. D'accord. Non seulement il y a un texte introductif, mais quand je vais continuer à scroller vers le bas, là je commence à avoir des indicateurs, et dès que j'ai des indicateurs, il y a un petit point d'interrogation qui arrive qui m'explique effectivement la définition de ces différents indicateurs. Donc le département de la Gironde, c'est un peu plus de 5000 collaborateurs, 2800 agents qui sont éligibles à faire du télétravail. Et en 2018, vous voyez qu'il y a un contexte sur le côté qui est apparu, 413 personnes qui ont pratiqué le télétravail. S'il y a un contexte, c'est que je peux changer ce contexte. Si je passe sur 2017, on va voir effectivement l'ensemble des indicateurs changer. C'est vrai pour les nombres, mais c'est vrai pour l'ensemble des représentations visuelles sur cette page. Vous avez ici la comparaison hommes-femmes, la pyramide des âges, la raison pour laquelle certaines des demandes ont été rejetées. Là, ce graphique est interactif, donc je peux rentrer dans le détail de cette information. Je peux encore une fois changer d'année à n'importe quel moment et voir comment cette répartition ici des rejets, elle change en fonction des années. Je peux revenir à l'état initial, donc on peut très facilement naviguer dans ces données. Autre point important, les tableaux de bord par défaut dans Digdash sont dits responsive design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont s'ajuster à la taille de l'écran. Par exemple, ici, j'ai un écran assez large, donc qui va me permettre de voir par filière, par statut, par catégorie, positionné côte à côte sur la page. Si j'étais sur un écran de plus petite taille, et je vais juste le simuler en retaillant mon navigateur. Alors, c'est pas quelque chose qu'on ferait normalement de manière standard, mais c'est pour dire que
je pourrais avoir accès à cette information à travers mon PC ou bien à travers mon smartphone. Là, en l'occurrence, c'est un choix du département d'avoir gardé ce qu'on appelle la boîte de contexte des filtres sur le côté, de manière dépliée. On aurait pu la replier sur des écrans de plus petite taille, vers le haut ou vers le bas, d'accord, enfin, vers la gauche ou vers le haut ou vers le bas, n'importe où, en fait. Mais l'idée, en tout cas, c'est que là, on va voir par DGA, par filière, par statut, vont être mis les uns en dessous des autres plutôt que les uns à côté des autres. Donc c'est la même information, mais tout simplement elle est présentée de manière différente pour la rendre plus facilement exploitable sur un appareil de petite taille. Donc, je rappelle que DigDash fonctionne sur n'importe quel type de device. Ça peut être sur un Android, sur un iOS, que ce soit une tablette, un smartphone, n'importe quel type de support, sans avoir besoin de déployer une quelconque application. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'install dans DigDash, on va utiliser le navigateur tel qu'il est fourni directement par la plateforme. Alors je vous montre quelques informations géographiques aussi, j'en profite pour vous préciser que ça existe dans DigDash nativement. Vous voyez ici la liste des sites qui sont mis à disposition par le département sur lesquels on peut s'installer pour faire du télétravail. Donc il y a des postes qui sont disponibles. D'ailleurs, si je passe ma souris sur un point rouge ici, je vais voir le nombre de postes et le taux d'occupation, toujours pour l'année 2018, de ce site. D'accord. Donc, comme il y a pas mal de sites, on peut aussi les filtrer. Je pourrais choisir un sous-ensemble du département, par exemple le Libournais, et voir l'ensemble des sites disponibles pour le Libournais. La liste des sites, je l'ai d'ailleurs disponible sur la partie droite. Si j'enlève ma sélection sur Libournais, bien évidemment, non seulement la carte va se mettre à jour, mais en plus, la liste des sites se met à jour également automatiquement. Comme il y a pas mal d'éléments dans cette liste, je vais pouvoir faire une recherche. Si je commence à chercher Sud, par exemple, je vais faire apparaître les éléments qui contiennent Sud. Je vais cliquer ensuite sur l'élément qui m'intéresse, CRD du Sud-Gironde, et automatiquement, la carte va se mettre à jour pour me présenter les informations qui m'intéressent. C'est vrai pour la carte, mais c'est vrai pour l'ensemble des autres indicateurs, puisqu'on est maintenant filtré dans le contexte campagne 2018 et CRD du Sud-Gironde. OK. Voilà, donc ça, c'était un autre exemple de tableau de bord de type communication. Troisième exemple, le tableau de bord de type exploration. Donc là, c'est un tableau de bord dans lequel on va laisser beaucoup plus la main à l'utilisateur pour qu'il puisse naviguer dans les données. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails complets, mais j'ai 200 données ici qui sont connectées. Je peux les naviguer par l'axe temporel. Je peux choisir un axe géographique, donc rentrer dans un pays en particulier. Et on voit que l'ensemble des vignettes est recalculé automatiquement. Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de temps de calcul. En tout cas, les temps de calcul sont très rapides quand je vais cliquer sur des éléments. Parce que derrière, on a ce qu'on appelle un moteur d'analyse qui permet d'optimiser ces temps de calcul, y compris sur des très gros volumes de données. On a des clients qui gèrent des milliards de lignes à travers leurs instances DigDash dans un mode ce qu'on appelle clusterisé, donc qui distribue le calcul sur un ensemble de machines. Okay. L'intérêt ici de cette page de synthèse, c'est qu'elle est aussi une page d'index. Ça veut dire que quand je passe ma souris sur une vignette, je vois que le curseur change, m'indiquant qu'il y a une action possible. Quand je vais cliquer sur chiffre d'affaires, je vais pouvoir rentrer dans le détail du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires par région, les 10 meilleurs produits qui constituent ce chiffre d'affaires et l'évolution du chiffre d'affaires pour la période considérée, en l'occurrence l'année 2018. Je peux continuer à filtrer, à rentrer dans le détail de l'information. Je peux tourner ma carte pour obtenir le détail précis de ce qui est porté par cette carte. Je peux continuer à naviguer sur mon tableau, remonter au niveau le plus haut, au niveau continent, Amérique, États-Unis. Et si je tourne à nouveau mon tableau, c'est bien évidemment la carte des États-Unis qui apparaît. Parce que ce va récupérer effectivement le contexte de sélection. Alors, je crois que j'ai perdu l'audio, si j'ai bien compris. Hop, juste un instant, je vais changer de... J'espère que vous m'avez éclairé, parce qu'a priori, j'ai perdu ma connexion Internet pendant quelques instants. Donc, je ne sais pas ce que vous avez perdu, mais on va continuer. Alors... Donc ici, on est effectivement, on a récupéré le contexte 2018 États-Unis. On peut continuer à naviguer sur d'autres axes qui sont présents visuellement sur les écrans, ou bien même venir filtrer par des axes qui ne sont pas visuels sur un des graphiques, mais qui sont présents dans notre barre de filtre. Donc je choisis ici un ou plusieurs composants de type téléphone, et je vois que ça va impacter mes 3 graphiques du haut. Je peux faire la même chose sur l'axe famille de produits. Je choisis un ou plusieurs composants, et je vais voir que ça va impacter et me donner les 3 meilleurs produits issus de la famille sélectionnée ici. D'accord. Tout ça, bien sûr, va me permettre de faire des découvertes dans les données. Ces découvertes vont
pouvoir être partagé à des utilisateurs qui n'ont pas nécessairement accès à Digdash. Alors comment on fait ça? Ça veut dire qu'effectivement, chacun des composants ici, je pourrais venir les sauvegarder en PDF. Quand je sauvegarde en PDF, la vocation de ce PDF, c'est qu'il reprenne bien sûr le bloc que j'ai sélectionné là, mais il reprenne aussi le contexte de sélection. Donc ça veut dire que la première page de mon PDF, on va voir les filtres que j'avais activés, et la deuxième page, c'est effectivement le graphique tel que je l'avais sélectionné. Alors, je l'ai fait en PDF, ce qui est effectivement facile à exporter, facile à communiquer, mais difficilement éditable. Il y a peu de gens qui sont outillés pour éditer le PDF. C'est pour ça qu'on a d'autres modes d'export possibles. Quand je sauvegarde en PowerPoint, et je l'ai fait cette fois-ci sur la carte, comme vous avez pu le remarquer, vous allez voir que le document PowerPoint, alors c'est un document PowerPoint, mais on s'assure qu'il puisse être ouvert par n'importe quelle suite Office. Je pense ici à LibreOffice, OpenOffice, Google Drive, qui est la solution sur laquelle on a standardisé Digdash. Donc vous voyez qu'il peut être ouvert n'importe où. Je peux aussi, bien sûr, l'éditer. C'est ça l'idée. Je peux changer le titre ici, je peux changer n'importe quel titre, n'importe quel texte. Ça paraît être une évidence, mais beaucoup de solutions finalement exportent du texte sous forme d'image, donc c'est pas possible. Ça va plus loin que ça chez nous parce que même les graphiques, on les exporte sous forme vectorielle et pas sous forme d'image bitmap. Ça veut dire que n'importe quel élément de cette carte, par exemple, je pourrais prendre le Texas, le mettre de côté pour y faire un commentaire particulier. D'accord. Autre point important, ça veut dire que je pourrais aussi appliquer un effet PowerPoint prédéfini pour m'intégrer dans une présentation existante. Alors attention, c'est pas parce qu'on peut faire n'importe quoi dans PowerPoint qu'il faut faire n'importe quoi. Typiquement, on s'appuie sur les travaux de recherche d'un certain nombre de chercheurs autour de la visualisation. Je vais en citer quelques-uns, Edward Tufte, Stephen Few. Tous ces gens-là, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils disent que la 3D, c'est plutôt un frein à la lecture de l'information. Donc éviter de présenter les graphiques en 3D, ça n'apporte rien. D'accord. Bien sûr, on peut aussi exporter les données importées par un graphique. Si je sauvegarde en Excel, mon but n'est pas de récupérer mon graphique dans Excel, mais c'est vraiment de récupérer les données pour pouvoir continuer, j'allais dire à jouer avec, c'est peut-être pas le mot approprié, mais pouvoir continuer à les exploiter. Ça veut dire que les chiffres qui sont ici, alors elles sont formatées en euros, mais vous voyez que dans la barre de titre, ce sont des vrais chiffres, donc ça veut dire que je peux continuer à faire des calculs et des formules dessus. Ok, là j'ai exporté bloc par bloc, je pourrais exporter pour un ensemble de blocs, ça c'est très simple, je peux aller ici sur ma page de synthèse, je vais cliquer sur télécharger le PowerPoint, donc plutôt que de prendre un seul des blocs comme j'ai fait précédemment, ça va aller prendre des blocs issus de plusieurs de ces onglets pour venir les assembler au sein d'un PowerPoint multipage. Et pour créer ce document multipage, alors, vous voyez qu'ici, il respecte bien notre contexte de filtrage 2018 administration États-Unis. D'ailleurs, ici, ce sont bien les départements de la fonction administration, c'est bien la carte des États-Unis, etc., sur l'ensemble des autres pages. Donc, pour créer ce document, c'est très simple. Il suffit de constituer ce qu'on appelle un template de document. Un template, c'est juste un document PowerPoint dans lequel on va placer des cadres, et ces cadres vont servir de réceptacle à des objets issus de Digdash. Pour créer le cadre, ça se fait par simple copier-coller. Il n'y a rien à installer sur le poste client. Je vais prendre n'importe quel élément ici. Ça, c'est un élément qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'est une carte OpenStreetMap de Paris avec la représentation de où se trouvent les différentes annexes, mairies annexes. D'accord, donc on les voit ici. Si je voulais l'intégrer dans mon PowerPoint, rien de plus simple. Je vais cliquer sur copier vers PowerPoint, vous voyez que c'est une des entrées de menu. Je vais retourner dans PowerPoint et je vais faire simplement coller. Et ici, c'est juste un fantôme de cette carte qui apparaît parce qu'effectivement, je vais pouvoir l'organiser un peu comme je le souhaite. Est-ce que je veux le mettre en rotation? Est-ce que je veux appliquer un effet prédéfini? Donc, on peut faire tout ça et ensuite venir régénérer notre document, soit de manière manuelle depuis le tableau de bord, soit tout simplement en l'organisant, c'est-à-dire, l'ordonnançant, c'est-à-dire tous les matins, je pourrais dire que je veux l'envoyer à telle ou telle personne, ce PowerPoint avec bien sûr son contexte de filtrage, je l'envoie à tous mes directeurs, mais chacun a un contexte de filtrage différent, donc ça c'est tout à fait possible à mettre en place aussi. Ok, donc ça s'appelle chez nous la communication externe, cette capacité de venir tirer des données pour les partager à d'autres, mais on a aussi la collaboration interne, donc vous pouvez rajouter des commentaires autour d'un tableau de bord. Je ne vais pas vous le montrer ici parce que je voudrais passer à l'étape suivante. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle, nous, l'utilisateur métier, comme on l'a défini tout à l'heure. On va passer à un autre type d'utilisateur que j'appelais tout à l'heure l'analyste. Donc cet analyste, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Alors je vais revenir à un contexte de filtrage par défaut. L'analyste, il va avoir accès en fait à tous les objets du modèle de données, il va pouvoir créer lui-même des choses. Alors il a déjà un tableau ici avec les données et les coûts de communication, mais je peux l'enrichir en mettant des pays, je vais voir par année, par pays les coûts de communication, je peux voir un total par groupe de pays. Là j'ai fait en glisser-déposer parce que moi je suis plutôt un utilisateur qui a un historique business objects, on va dire, donc le glisser-déposer c'est quelque chose que je connais bien, mais pour les gens qui viennent de MicroStratégie ou d'autres
outils, vous pouvez aussi faire du clic droit. Donc si je veux rajouter un total au début, je peux le faire de manière très très simple également. Je peux rajouter également d'autres mesures. Je m'intéressais au coût, mais pourquoi pas poser la durée. Alors quand je la pose, elle vient avec son agrégat favori, tel que le modeleur de données l'a défini. Mais moi, en tant qu'analyste, ça peut être quelque chose que je peux changer. Si je veux pas voir la somme, mais plutôt la moyenne, je vais poser moyenne sur durée, j'obtiens la moyenne de durée des appels. Je peux même faire des transformations un peu plus complexes. Par exemple, je prends année-1, je le pose sur coût de communication et ça me crée automatiquement la colonne coût année-1. Alors je vais enlever durée pour qu'on comprenne bien. Attention, j'ai déjà les années dans mon tableau, donc en diagonale, j'obtiens la même information. 2016, Canada, année-1 correspond à 2015, Canada, année en cours. On va prendre qu'une seule année, l'année 2018. Je vais d'ailleurs même enlever la date de mon tableau. On est bien toujours en 2018 d'un côté et année-1, 2017 de l'autre. À ça, je pourrais utiliser une fonction préexistante de DigDash, une fonction pourcentage de progression, où je veux comparer le coût année-1 avec le coût, et ça va me donner effectivement le pourcentage de progression entre ces deux mesures. Là, je l'ai fait avec une formule existante, donc qui est prédéfinie dans DigDash. Vous pouvez enrichir déjà ce nombre de formules. On vous laisse ouvert ce dictionnaire de formules. Et vous pouvez même, ici, en tant qu'analyste, créer vos propres formules ad hoc. Donc, par exemple, je vais créer la même, ici, le taux de progression, sauf que je vais le définir avec sa version mathématique, entre guillemets. Donc, ça va être tout simplement le coût moins le coût année-1, c'est cet indicateur qu'on vient de créer en glisser-déposer, il est déjà disponible dans notre éditeur formule, divisé par le même coût année-1, et je vais y ajouter un format de nombre, le pourcentage, mais avec deux chiffres après la virgule. Donc c'est bien le même indicateur, c'est bien le même calcul, mais simplement présenté d'une manière différente. D'accord ? Donc tous ces calculs qu'on vient de créer ici, ils sont disponibles maintenant pour être utilisés dans n'importe quel contexte. Ça veut dire que je pourrais prendre l'année, alors on va enlever un des deux, c'est pas la peine de garder les deux, mais je pourrais, plutôt que de prendre uniquement l'année 2018, prendre l'année 2017 plus 2018. Donc ça, c'est le contenu de la première colonne. Par glissement année-1, je le compare à 2016 plus 2017 et j'obtiens mon taux de progression entre ces deux années. Si j'ajoute un axe supplémentaire, pareil, ça continue de fonctionner de cette manière-là. Alors là, on est vraiment en mode création, donc ça marche pour des tableaux simples, pour n'importe quel type de graphique, mais si on veut aller plus loin, ce que je conseille plutôt, c'est si on ne veut pas le faire de manière ad hoc comme ça, on va pouvoir le sauvegarder, d'accord ? On va pouvoir sauvegarder les vues, on va pouvoir l'exporter, on va pouvoir le réutiliser plus tard, d'accord ? Le but de tout ça, c'est de pouvoir l'exploiter dans un tableau de bord, d'accord ? Mais cette interface, elle est trop complexe pour la plupart des utilisateurs métiers. Donc l'utilisateur métier, il va pouvoir utiliser le requêtage en langage naturel, c'est-à-dire poser une question comme il le ferait à quelqu'un au téléphone. Je voudrais savoir le coût par type de ligne, par exemple. Donc si je pose cette question-là, ça va interroger toutes les sources qui sont disponibles pour cet utilisateur et générer automatiquement un graphique selon un certain nombre de règles. D'accord ? Donc ces graphiques restent interactifs. Vous voyez qu'il y a toujours 2017, 2018 qui sont sélectionnés en termes d'années. Je peux les enlever, je peux rentrer dans le détail. Donc on voit que je peux très facilement manipuler l'information. J'aurais pu positionner quelque chose de différent. Si je mets coût par année, par exemple, on va obtenir cette fois-ci une courbe, parce qu'effectivement, l'année est une dimension continue, et c'est la courbe qui représente le mieux cette continuité dans l'axe temporel. Je peux poser des questions plus complexes, par année et par type de ligne. Si je pose cette question-là, par défaut, il va me créer un tableau croisé, donc à deux entrées. Encore une fois, je peux descendre dans l'un ou l'autre des axes, remonter dans le sens inverse. Il n'y a pas de problématique particulière sur tout ce qu'on veut faire avec ça. Je peux même imposer un type de restitution, je vais voir ça en graphique en colonne, donc on le fait de cette manière-là, et automatiquement ça nous génère un graphique en colonne. Donc là c'est de l'interrogation dite ad hoc, je me pose la question, je peux la sauver encore une fois, mais c'est plutôt une question qui a vocation à être jetable. Si elle n'est pas jetable, je vais plutôt passer par l'éditeur de tableau de bord. Et c'est dans cet éditeur que je vais pouvoir vraiment créer mes propres pages, soit en assemblant des choses existantes. Je prends par exemple ici le chiffre d'affaires par région issu de l'un des tableaux retail. Je vais prendre dans télécom coût, le coût de communication par région. Donc on voit qu'on peut assembler des choses qui ne sont pas forcément reliées entre elles. D'ailleurs, je peux même prendre des choses que j'avais sélectionnées sur ma première page ici, les mairies de Paris là, que j'avais sur la petite carte OpenStreetMap, je peux très bien le positionner sur la même page de tableau de bord, ça pose pas de problème, d'accord ? Donc là, je me suis constitué une nouvelle page de tableau de bord et je peux très facilement naviguer dans cette page. Okay ? Donc ça veut dire que je peux rentrer dans le détail à tel ou tel endroit. Je reviens à mon éditeur pour rentrer dans un scénario un peu plus complexe, et ce sera mon dernier point avant de vous laisser la parole pour quelques questions. Je vais vous montrer comment on peut créer de l'information à partir d'une nouvelle source, toujours en étant un utilisateur un peu standard. On ne va pas aujourd'hui explorer le côté modeleur de données, qui est un peu plus complexe et qui ne peut pas tenir dans le temps imparti. Il suffit de
d'ajouter une nouvelle source ici. De venir sélectionner un fichier, d'accord. Quand je sélectionne un fichier, je vais pouvoir prendre n'importe quel type de fichier, Excel, CSV ou autre. Moi, je vais prendre un fichier Excel, ok. Une fois que j'ai choisi ce fichier Excel, je vais pouvoir voir qu'effectivement, il me propose une analyse sur ce fichier-là. Il considère que ça ressemble à un fichier concernant de la vente au détail. Donc si je clique dessus, ça va aller encore plus loin, ça va me suggérer des représentations graphiques. Et si je clique encore plus loin, bah, là, c'est encore mieux, on va carrément avoir des pages de tableau de bord qui vont être générées automatiquement. Ma première page, c'est une page produit sur laquelle je vois par contenant, par produit de chiffre d'affaires, je vois la répartition de l'ensemble des produits, et puis une autre page sur les indicateurs clés qui montrent la cartographie des ventes, l'évolution des ventes par année, le chiffre d'affaires global. Donc tout ça a été créé avec un fichier Excel tout à fait basique. Hein. On va regarder à quoi il ressemblait, parce que j'étais un peu vite sur l'import des données, j'aurais pu vous le montrer à ce moment-là, mais c'est un fichier qui ressemble à ça, donc des dates, des régions, mais pas du tout ni de continent, ni de pays associés, des produits, et puis un certain nombre d'indicateurs. Donc avec ça, il m'a généré automatiquement ce type de tableau de bord-là, qui bien sûr reste interactif, et que je pourrais même continuer à enrichir. J'ai vu qu'il y avait une colonne concernant la marge, je vais mettre 2 indicateurs sur la marge, hein, on va reprendre notre modèle de données qui s'est généré ici. Je vais prendre la marge, la tendance de la marge, d'accord. Donc là, pareil, il va me suggérer la meilleure manière de le présenter. Et puis je vais prendre, je vais afficher la marge par zone géographique, d'accord, donc par région magasin. Donc pareil, là on voit que je peux très facilement faire un tableau de bord interactif en quelques clics hein, sur des données issues de mon fichier Excel. Donc une fois que j'ai fait ça, là, je peux me rendre à la page de consommation de tableau de bord et toutes les interactions que vous avez vues tout à l'heure, elles continuent d'exister. Donc, si je veux naviguer sur l'axe géographique, ben, je peux le faire. Si je veux naviguer sur l'axe temporel, pareil, je peux le faire. Si je veux faire une recherche dans mes données, je veux chercher quelque chose qui commence par BA, par exemple, ben, je vais voir qu'il y a des baladeurs qui existent, mais je peux rechercher aussi, pourquoi pas, est-ce que j'ai des téléphones mobiles que je pourrais associer à ça. Donc, je vais voir effectivement automatiquement les graphiques s'ajuster par rapport à mes différents types de sélection. Voilà, donc c'était un petit aperçu très rapide, on peut bien sûr pas tout voir en 5 minutes. Hein. Si on veut aller encore plus loin, s'il n'y a pas de questions, ben, encore une fois, je vous laisse poser des questions. Pour l'instant, il n'y a aucune question, donc je vais continuer, puisqu'il me reste encore 2 minutes. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de les taper pendant que je finis cette partie-là. On pourrait aller plus loin si on avait la casquette de l'analyste dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Chacun de ces graphiques a été créé de manière assez intuitive pour un utilisateur métier, pour être redéfini par un utilisateur plus avancé. Donc on peut repasser effectivement avec notre casquette d'analyste et obtenir l'ensemble des objets qui ont été créés automatiquement sur ce fichier Excel. Donc là, par exemple, je pourrais dire, c'est bien de voir ce graphique-là, mais je voudrais voir son évolution à travers le temps. Donc ça, je peux le faire de manière tout à fait simple aussi. Okay. Ici, pareil, sur la tendance marge, plutôt que de la voir par année, je pourrais décider, moi, je préférais la voir par mois directement. Et puis même, je pourrais décider de mettre une fonction prédictive, donc pour essayer de prédire ce qui va se passer dans le futur, d'accord. Donc cette fonction prédictive, elle va s'appliquer aussi sur le passé pour montrer comment cet algorithme se serait appliqué sur le passé, et on va voir effectivement comment il aurait évolué sur le futur. Ok. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions pour les gens qui sont parmi nous? A priori, tout le monde est resté, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et s'il n'y a pas d'autres questions, alors si je vois qu'il y a une question qui est en cours de rédaction. Alors la question concerne les connecteurs disponibles. On a une liste bien évidemment qui existe, je peux vous la montrer ici de manière très rapide. Vous avez la possibilité, quand vous créez des sources de données, de vous connecter à des fichiers plats, Excel, CSV, texte, XML, Access, JSON, HTML, vers des bases de données relationnelles, multidimensionnelles, NoSQL, Elasticsearch, à des éléments issus de solutions décisionnelles existantes, BusinessObjects, Cognos, Bird, Analytics, Salesforce, Splunk. Vous avez la possibilité de transformer les données, vous avez la possibilité de mélanger les données entre elles. Alors pour les bases de données, je ne sais pas si votre question elle concernait spécifiquement notamment les bases de données, vous avez la possibilité quand vous créez un connecteur vers une base de données, d'utiliser n'importe quel type de connecteur. Je vais éviter une connexion existante qui est un pilote MySQL, vous voyez qu'on livre un certain nombre de pilotes par défaut. Et vous pouvez ajouter à cette liste, les fournisseurs de bases de données fournissent leurs propres connecteurs que vous pouvez intégrer à cette liste. Ce n'est pas un des connecteurs que l'on a nativement dans Dictage. Je ne sais pas si ça répondait à la question pour la personne qui a posé cette question. A priori, oui. Y a-t-il d'autres questions?
Non, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Si vous voulez voir d'autres types de tableaux de bord, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web. Vous avez aussi la possibilité, si les données de santé vous intéressent, on a produit un tableau de bord en partenariat avec le ministère de la Santé sur les informations issues des hôpitaux en France, mais aussi des informations issues pour d'autres pays, de John Hopkins notamment. Donc l'adresse c'est covid.vidage.com si vous voulez y accéder. Il y a pas mal d'éléments qui sont disponibles en France, en Espagne et un peu partout dans le monde. Donc je vous encourage effectivement à aller voir ce tableau de bord si vous intéresse. Ça vous montrera une autre facette également de Digidash, de comment on peut exploiter les données publiques pour faire des tableaux de bord relativement facilement. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une de nos autres quotidiennes. Allez, au revoir.